Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, je reçois Katia, infirmière IBOD, ou plus communément appelée infirmière du bloc opératoire diplômée d'État. Katia exerce un métier que je voulais interroger depuis très longtemps, métier de l'ombre et pourtant tellement indispensable au quotidien et mis à rude épreuve depuis plus d'1 an avec la pandémie. En préparant l'interview, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup à dire car autant nous avons tous croisé la route d'une infirmière de service ou d'une infirmière libérale, autant je ne connaissais pas du tout l'existence du métier d'infirmière de bloc opératoire qui est très très spécifique, vous allez le voir. Katia est à 200% passionnée par son métier et multiplie après ses gardes de nombreuses initiatives pour le valoriser et mieux le faire connaître. Elle tient un site internet, Mon Bloc Opératoire, anime un compte Insta, un compte Facebook, fait des formations et des conférences et prend même le temps de répondre à des interviews de podcast. Pour tout cela, Katia, je tenais vraiment à te remercier énormément de nous avoir ouvert les coulisses de ton métier. Et j'en profite aussi pour remercier Fabien du compte Instagram Recherche un emploi d'avoir permis notre rencontre. On se connaît pas avec Fabien, mais il a été un des premiers à venir vers moi pour me suggérer un métier à découvrir, celui de Katia. Et j'ai adoré la démarche qui m'a donné du baume au cœur, prouvant que quelque part la chaîne de la découverte des métiers s'élargissait de plus en plus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Bonjour Katia. Bonjour. Je te remercie de nous ouvrir les coulisses de ton métier qui te tient tant à cœur. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite et de nous expliquer justement ce qu'est une IBOD et peut-être aussi très vite la différence avec une infirmière de service. Alors, la première différence, donc, c'est que moi je suis IBOD, donc infirmière de bloc opératoire diplômée d'État. Et une infirmière en service, elle est IDE, infirmière diplômée d'État. Donc, ça veut dire qu'en fait, toutes les deux, on a fait l'école d'infirmière qui dure 3 ans, où on a été diplômés IDE. Et après cette école, moi, j'ai fait une spécialisation qui est le bloc opératoire et j'ai fait une école complémentaire qui a duré 18 mois pour être infirmière de bloc diplômée d'État. Donc, ça, c'est la première différence. La deuxième différence, on ne travaille pas au même endroit. L'infirmière, elle va plutôt travailler dans les services où elle prend en charge les patients. Elle gère vraiment les patients pour le médecin, puisqu'il y a un médecin pour 75 patients, alors qu'il y a une infirmière pour 10 patients en général. Donc c'est elle qui va les rassurer, s'occuper d'eux, faire la distribution des médicaments et vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème. Et qui gère en fait les patients, sauf si problème très important, à ce moment-là, elle prévient le médecin, mais sinon c'est elle qui gère vraiment tous les patients. Alors que moi, au bloc opératoire, c'est totalement différent. Déjà, je gère plutôt les chirurgiens plus que les patients, puisque pour les personnes qui ont déjà été opérées, ils le savent, hein, ils rentrent dans le bloc, ils nous voient à peu près un quart d'heure, on les accueille, on leur pose quelques questions, on leur explique comment ça va se passer, on les emmène dans la salle d'intervention et après, la plupart des gens dorment. Donc, du coup, en fait, nous, on est là pas pour s'occuper du chirurgien, parce que j'aime pas ce terme, on n'est pas leur mère et on n'est pas leur assistante, mais on est là en fait, on travaille en collaboration très étroite avec eux, on est leur bras droit et on les aide à opérer. Et on fait en sorte que toute l'intervention se passe bien et que tout soit fait en respectant surtout les règles d'hygiène et d'asepsie et la sécurité du patient. Ok, donc c'est bien ce qui me semblait, effectivement, le gros de ton job, il se passe dans le bloc opératoire, mais effectivement, tu parlais de l'accueil du patient, j'allais dire l'accueil client, mais l'accueil du patient. Du coup, là, tu dois avoir un rôle un peu particulier, qui est celui notamment de rassurer le patient, parce que je pense que le moment où il va rentrer dans le bloc opératoire, c'est quand même le petit moment compliqué,
où tu as un petit pic de stress et voilà. Et donc, j'imagine que c'est un moment un peu particulier, non? C'est ça, puisque donc, d'une façon générale, on vient à plusieurs. Donc, il y a l'infirmière de bloc opératoire. Très souvent, on est accompagné par l'infirmière anesthésiste ou par l'anesthésiste, par un ou deux aides-soignants. Donc, on est souvent un peu nombreux à venir voir les patients. On leur pose plein de questions, puisqu'on est là aussi pour vérifier que c'est la bonne personne, qu'on va l'opérer au bon endroit, de la bonne chose. Enfin, on vérifie avec lui vraiment toutes les données de l'intervention pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc ça, c'est quand même important. On vérifie qu'il n'a pas d'allergie. Enfin, on lui pose un maximum de questions auxquelles il a répondu déjà précédemment. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu anxiogène souvent pour les patients. Et c'est vrai que c'est souvent à ce moment-là qu'ils ont besoin d'être un peu rassurés, qu'on leur réexplique comment ça va se passer, qu'on soit plutôt ouvert et qu'on leur dise que tout va bien se passer, que c'est une intervention qui est maîtrisée, qu'il n'y a aucun souci à se faire et qu'on se revoit surtout à la fin. C'est des mots qui sont super importants. Ce que tu viens juste de prononcer, on se revoit bien, on se revoit vite. C'est pour l'avoir vécu, je t'assure que c'est des mots qu'on a envie d'entendre. Et alors, contrairement à ce que tu dis, moi, le fait qu'on repose des questions pour mon fils, ça m'occupe. Et en fait, c'est vrai que je comprends qu'on puisse l'interpréter en disant mais il se fout de moi, comment ça ils savent pas quel pied on va l'opérer, tu vois. C'est exactement ça. Oui, mais à l'inverse, moi je sais que c'est super important parce qu'en fait je me dis ok, je pense à autre chose, je suis dans le concret, je suis dans l'action plutôt que d'être, tu vois, juste dans l'attente. Il y a des trucs très mignons que en pédiatrie, c'est que par exemple moi j'ai des souvenirs pour donner du goût au masque, tu sais, hilarant pour l'endormir, vous mettez un feutre avec une odeur particulière, ça rendait le petit moment hyper ludique. Et j'ai des souvenirs aussi je sais pas, de bracelets sur le doudou, tu vois. Donc c'est des petits actes, mais qui rendent ce moment qui est un pic de stress super, beaucoup plus simple à vivre. C'est clair. Alors donc du coup, une fois qu'il rentre au bloc opératoire, là c'est le gros de votre boulot et là j'ai juste besoin que tu m'expliques combien d'infirmières bloc opératoire il y a. Je crois qu'il y a des rôles différents. Enfin voilà, que tu nous expliques un peu tout ça. Oui. Alors déjà pour bien comprendre la différence, on va revenir un tout petit peu sur la différence entre une IBOD et une IDE, puisque la profession d'infirmière de bloc n'est pas protégée. Ça veut dire qu'on peut travailler au bloc sans être infirmier de bloc opératoire diplômé d'État. Il faut obligatoirement être infirmier, mais pas avoir forcément fait l'école. Donc rien que là, il y a des petites différences au niveau de nos gestes et de nos actes. Donc d'une façon générale, nous avons 4 rôles, les infirmiers de bloc opératoire. Donc le premier rôle, c'est ce qu'on appelle le rôle de circulant. Donc ça veut dire le patient rentre en salle, on l'installe sur la table d'intervention. Donc tout ce qui va se passer sur lui est ce qu'on appelle la zone stérile. Donc, ça veut dire que c'est une zone avec tout le matériel qu'on va utiliser a été stérilisé avant. Bien évidemment, ce matériel, il est enfermé dans des boîtes ou dans des sachets et ça, il faut pouvoir les ouvrir. Donc, l'infirmière circulante, elle est aussi là pour ça. Donc, c'est elle qui va s'occuper d'habiller tous les chirurgiens et toutes les personnes qui sont là pour opérer, qui va s'occuper de distribuer le matériel de façon stérile et qui surtout va s'occuper en fait de garantir la sécurité et l'hygiène dans la salle d'intervention parce qu'elle va être un peu la vigie. Elle va vérifier que, par exemple, pour nous, ce qui est très important, c'est que toutes les portes soient fermées parce qu'on évolue dans un environnement qui est en surpression de façon à limiter les risques d'infection. Donc, elle va bien vérifier que les portes sont fermées, qu'il n'y ait pas trop de monde, qu'il n'y ait pas des gens qui rentrent et qui sortent. Si nous avons besoin de matériel stérile, elle doit être là pour nous le distribuer. Et une bonne infirmière circulante, c'est une infirmière qui le distribue avant même qu'on ait besoin de lui demander parce qu'elle suit correctement l'intervention. Elle va s'occuper de tout ce genre de choses et surtout, elle va s'occuper de gérer en fait vraiment tout l'environnement opératoire pour que l'intervention se passe correctement. S'il nous manque du matériel, c'est elle qui va aller le chercher. C'est tout ça.
Oui, c'est vraiment l'intermédiaire avec l'extérieur aussi. Je me souviens que c'est ce que tu m'expliquais effectivement. C'est le lien avec le monde extérieur par rapport à la salle d'opération, quoi. Exactement. Elle fait le lien en plus entre la zone stérile et la zone qui ne l'est pas. Donc, son rôle est fondamental, vraiment. Avoir une infirmière circulante qui est très compétente, c'est extrêmement agréable, hein. C'est extrêmement agréable pour nous. C'est une intervention qui clairement va bien se passer. Ok. Donc, notre deuxième rôle, c'est le rôle d'instrumentiste. Donc, ça veut dire qu'on s'habille en stérile avec les chirurgiens et on ne va s'occuper que de la table de matériel. Donc, on nous déballe le matériel, on le range sur la table, on leur donne et on le donne aux chirurgiens au moment où il en a besoin. Donc, pareil, dans l'idéal, quand ça fait plusieurs années, quand on connaît bien l'intervention, le chirurgien, il nous tend la main, il ne nous demande rien et on lui donne ce dont il a besoin. Ça, c'est dans l'idéal. Donc, elle travaille en collaboration très étroite avec et l'infirmière circulante et du coup le chirurgien, parce que c'est très important de se parler et de communiquer quand même un peu pour que tout se passe bien. Donc, ce rôle vraiment d'instrumentiste, c'est vraiment que ça, le matériel, tout monter, tout démonter, tout ranger, faire en sorte que ce soit propre et que surtout le chirurgien n'ait pas à détourner les yeux de son geste pour choisir un instrument. C'est elle qui doit le trouver, le donner sans qu'il se déconcentre. Ouais, lui, il doit rester concentré. J'ai aussi en mémoire que tu m'avais expliqué qu'il y a aussi une façon de donner l'instrument pour, bon, d'une part, qu'il se blesse pas, ça c'est une évidence, mais c'est aussi le bon angle de l'instrument pour limiter le plus de mouvements possible pour le chirurgien et l'aider dans sa pratique, quoi. Exactement. En fait, il nous tend la main d'une certaine façon, suivant l'instrument qu'il veut, et c'est à nous de le déposer dans la main en position de fonction. Ça veut dire qu'il a juste à refermer sa main dessus et à mettre la main dans le patient. L'instrument est en position de fonction, il peut l'utiliser tout de suite. Si on a des choses qui se montent, si on a des choses qui s'allument ou quoi, tout est allumé, tout est en fait déjà prêt pour être utilisé. Ok. Il ne doit pas avoir à appuyer sur un bouton ou quoi que ce soit, ou à changer de sens ou quoi que ce soit. Et j'ai aussi vu dans une des vidéos que les instruments étaient comptés aussi, Bien sûr, avant et après. bien sûr. Donc ça fait partie des règles de sécurité. Donc on compte déjà les textiles, donc tout ce qui va être compresse. On compte les aiguilles, parce qu'il y a des disciplines où on fait beaucoup, beaucoup de sutures, donc on utilise beaucoup d'aiguilles, et les aiguilles, ça peut être tout petit. Et évidemment, pour des chirurgies comme en chirurgie digestive, où on peut, surtout quand on a affaire à des patients en grand surpoids, pour ne pas oublier de pinces dans leur abdomen, c'est très important de tout compter. Parce Ouais. qu'il est très facile d'oublier des instruments, des instruments. Ok, ouais, ça m'avait étonné effectivement. Ok, donc ça c'est l'instrumentiste effectivement. Donc tu disais qu'il y avait quatre types. Ouais. Donc les deux autres rôles sont un peu plus courts. Donc on a le rôle d'aide opératoire. L'aide opératoire, c'est celui qui va aider le chirurgien à opérer. C'est-à-dire, il a en gros trois rôles. Ça va être tenir les écarteurs pour que le chirurgien voit correctement, tenir la sonde d'aspiration, pareil pour qu'il voit correctement, et participer à l'hémostase. Ça veut dire participer à la coagulation quand ça saigne un peu. D'accord. Ok, et pas la couture, pas la couture, n'importe quoi, à la fermeture. Alors ça, c'est le rôle d'assistant de chirurgie. Donc c'est Ah notre ok, c'est autre quatrième chose. rôle. Ah, t'as vu Voilà, ça, cette transition? Pas du tout avec les bons termes, mais voilà, tu m'as compris. On est en visio, donc tu vois un peu les gestes que je peux faire, mais. Donc ça, c'est notre quatrième rôle, D'accord. qui est l'assistante de chirurgie. Et donc ce rôle-là est un rôle purement IBOD, comme l'aide opératoire. C'est deux rôles qui sont vraiment purement IBOD. L'assistant de chirurgie, lui, il va participer à l'intervention. Ça veut dire que nous avons le droit, maintenant, parce que nous l'apprenons à l'école, de refermer les patients, donc de faire tout ce qui est suture de la peau et juste la couche sous la peau. Nous avons le droit de poser les drainages et nous avons le droit aussi de faire des nœuds, par exemple, sur des vaisseaux, de participer en fait vraiment à l'intervention de couper des choses dans le corps quand il y a besoin, sous conduite évidemment du chirurgien. La seule chose que nous avons le droit de faire seuls
sans présence du chirurgien, c'est la suture de la peau, l'installation en posture chirurgicale du patient et poser les drains. Je trouve ça très intéressant. On va revenir sur la partie réglementaire tout à l'heure, mais c'est vrai que d'ailleurs sur ton site, c'est très présent en fait cet aspect-là. En fait, c'est extrêmement cadré et extrêmement réglementé quoi. Donc et ça, je trouve que c'était intéressant. Quand tu dis que c'est les 2 derniers postes sont exclusivement IBOD, c'est que seules les infirmières diplômées d'État peuvent, IBOD, infirmières de bloc opératoire. Ouais, qui ont ce diplôme spécifique peuvent avoir ces 2 postes-là. Oui. Ok. À l'inverse, est-ce que tu peux tourner sur les 4 postes en fonction des opérations, en fonction des journées, etc. Ou est-ce que vous avez des spécialités? Non, normalement, nous tournons sur sur les 4 postes. Alors, très souvent, le rôle d'instrumentiste, d'aide opératoire et d'assistant de chirurgie sont quand même très confondus parce que nous sommes habillés sur le champ opératoire. Donc ces 3 rôles-là sont quand même très liés. Mais nous tournons surtout, puisque comme je t'ai dit, être circulant, c'est aussi un rôle qui est extrêmement important. Un bon circulant, en fait, on devient meilleur circulant à partir du moment où on commence à instrumenter. Parce qu'on voit l'intervention, on sait ce dont on a besoin et par conséquent, on peut mieux anticiper. On dit tout le temps, à l'école, on nous apprend qu'un instrumentiste ou aide opératoire doit avoir un temps d'avance sur le chirurgien, alors que le circulant, il doit avoir 2 temps d'avance sur le chirurgien. Ouais, c'est ça, c'est en cascade en fait. Exactement. C'est vraiment, le circulant doit être très attentif parce que dans les cas où malheureusement les opérations se passent mal, s'il y a un problème, les chirurgiens et l'infirmière qui est sur le champ, eux, ils sont stériles en fait. Donc, ils peuvent pas aller chercher du matériel, ils peuvent pas faire grand-chose. Alors que la circulante, en fait, elle est là pour ça. Donc, c'est à elle de voir, de comprendre que quelque chose ne va pas et d'anticiper tout de suite et d'aller chercher ce qui est nécessaire à l'incident en fait qui est en cours. Et quand elle connaît bien son travail, quand elle connaît bien l'intervention, elle le voit, elle l'anticipe vraiment et elle est prête avant que le chirurgien lui demande. Ça marche. Bon alors autre question, est-ce que quel que soit pour toutes les opérations, il y a forcément ces 4 postes d'IBOD présentes, ou en fonction de la complexité, il n'y a pas forcément, tu vois, il y a que 2 infirmières IBOD, il y a la circulante et, voilà, est-ce que vous êtes toutes présentes sur chacun des blocs? Alors non, dans les blocs qui ont de la chance, nous sommes 2, donc une qui circule et une qui est sur le champ. Donc, comme j'ai dit, celle qui est sur le champ, du coup, elle va faire les 3 rôles Okay. Adobe quand elle est IBOD. C'est un peu mélangé. Après, il y a beaucoup de différences entre hôpital public et hôpital privé aussi, puisque dans les hôpitaux universitaires, enfin, c'est plutôt hôpital universitaire et hôpital non universitaire. Dans les hôpitaux universitaires, il y a toujours les internes, les externes, souvent les chefs opèrent à 2. Il y a des médecins étrangers, beaucoup qui viennent se former en France. Donc, du coup, voilà, il y a souvent au côté médical beaucoup de personnes. Donc, l'infirmière, si on est dans une structure où on a la chance d'avoir 2 infirmières par salle, l'infirmière ne fera le rôle que d'instrumentiste la plupart du temps. Mais avec la conjoncture actuelle, on va dire, avec le métier qui est très peu connu et avec les gros problèmes que l'hôpital subit maintenant, très souvent, il n'y a qu'une seule infirmière par salle et ils n'ont même pas d'instrumentiste. Ça devient de moins en moins courant, en fait, les blocs où on arrive à être 2 par salle. Ok, bah tu vois, donc ok, ça je pensais effectivement que vous étiez du coup à chaque fois ces 4 personnes présentes. Et en clinique, du coup, il y a dans la salle un infirmier circulant, le chirurgien, son aide opératoire qui est infirmière, du coup, qui est une infirmière de bloc opératoire. Ils sont que 2 sur le champ et un anesthésiste. Ok. Est-ce que, en tant qu'infirmière IBOD, tu dois aussi avoir une spécialité, c'est-à-dire un type d'opération, ou bien non, c'est-à-dire que tu es dans un hôpital ou dans une clinique et tu gères tous les patients et tous les actes chirurgicaux qui sont programmés dans la journée? C'est ça, on n'a pas de sous-spécialité. Maintenant, ça dépend des endroits où on travaille. Il y a des endroits où les blocs sont pluridisciplinaires. Ça veut dire que
les infirmiers qui y travaillent changent de discipline tous les jours. Et il y a des blocs comme le mien, celui dans lequel je travaille, qui sont monodisciplinaires. Donc, ça veut dire qu'on ne fait qu'une seule spécialité. Ok. Qui est laquelle, toi? Moi, du coup, pour le coup, c'est une bispécialité. Je fais de la chirurgie thoracique et vasculaire. D'accord, ok. Alors, avant de revenir au lien le lien spécifique de travail avec les chirurgiens, je voudrais juste comprendre aussi tout ce qui va se passer autour du bloc opératoire. Tout à l'heure, on a dit que tu accueillais les patients, mais moi, je voudrais aussi savoir si tu as un rôle spécifique en préparation de l'opération. Exemple, est-ce que c'est l'infirmière IBOD qui doit aller en réserve chercher tout le matériel qui sera nécessaire à l'opération? Oui, en fait, nous recevons, alors, les chirurgiens établissent avec notre cadre infirmière de bloc les programmes opératoires d'une semaine sur l'autre. Ils voient ça ensemble puisque les chirurgiens, eux, font le recrutement des patients et notre cadre leur dit OK, ça passe ou non, ça ne passe pas ou il y a assez de monde ou pas assez de monde ou tout ça. C'est elle qui gère vraiment quel patient en fait on va faire chaque jour. Donc ça se fait une fois par semaine. Nous avons donc ce planning. Normalement, il est validé par l'équipe chirurgicale la veille au soir. Et donc, du coup, la veille, nous préparons en effet tout le matériel nécessaire aux interventions du lendemain. Ok. On vérifie qu'on a tout, puisque c'est important. C'est important de vérifier qu'on a tout, comme ça, s'il nous manque des choses, ça nous permet de prévoir et de faire en sorte d'avoir ce qu'il faut. Est-ce que après l'opération, donc le patient repart en salle de réveil, est-ce que vous avez un rôle particulier à ce moment-là ou dès lors qu'il quitte le bloc opératoire, là pour le coup, vous laissez la main aux infirmières de salle de réveil, etc. C'est ça, on n'a aucun rôle en salle de réveil. En fait, on accompagne plus ou moins le patient à la salle de réveil et après, c'est fini pour nous. Bon, là, après, en fait, nous, notre rôle, ça va être en fait, on s'occupe de la salle d'intervention et on la remet en ordre et on la reprépare pour le patient qui suit, quoi. Ok, ouais, ce qui paraît logique, parce qu'en plus, je crois que vous enchaînez, on va en parler. Est-ce qu'il y a une partie dans ton boulot qui est administrative? Oh là là! Qu'est-ce que j'ai pas été demandé? Mais alors justement, ça m'intéresse. C'est quoi cette partie un peu de l'ombre qui est, voilà, est-ce que ton boulot il est 100% au bloc opératoire? Et j'imagine que non. Donc qu'est-ce que tu fais quand t'es pas au bloc, quoi? Alors, on est tout le temps au bloc. Ça, clairement, oui, on est tout le temps au bloc, mais on fait aussi beaucoup d'administratifs au bloc. Justement, notamment notre infirmière circulante, pendant l'intervention, elle a aussi énormément de papiers à remplir, puisque la profession infirmière est quand même vachement marquée par tout ce qui est traçabilité. Et la France, d'une façon générale, est beaucoup marquée par tout ce qui est traçabilité. Donc, en fait, tout ce qu'on fait est tracé. Donc, on a des feuilles qu'on appelle des feuilles d'écologie, sur lesquels on va noter tous les participants à l'intervention. On a tous les horaires, donc l'entrée du patient en salle, l'heure où il a été endormi, l'heure où on l'a installé, l'heure où on a incisé, à quelle heure on a fermé, enfin il y a toute une liste d'horaires à écrire. On note aussi tous les comptes qu'on fait, les comptes de nos compresses, tout ça. En fait, tout ce qui va se passer dans la salle, on le note. Ouais. Ensuite, on a les feuilles j'en ai de checklist. La checklist, c'est comme ce qu'ils font dans les avions. En fait, c'est 3 temps pendant l'intervention. Donc, le premier temps, c'est avant d'endormir le patient. Le deuxième temps, c'est avant d'inciser le patient. Et le troisième temps, c'est à la fermeture du patient. Ces 3 temps, en fait, on va récapituler ce qui se passe. Donc, en gros, on va redire, on opère telle personne de telle intervention, de tel côté. Est-ce qu'il a des allergies? Est-ce qu'on est bien installé? Est-ce qu'on a tout le matériel? Tout le monde est OK, tout le monde est là. Et ce temps-là est très important puisqu'il permet d'éviter, en fait, les erreurs d'intervention. Donc, pendant ce temps-là, il doit y avoir l'équipe d'anesthésie, l'équipe chirurgicale et nous. Donc, on a ce papier-là à remplir qui est important. Et puis après, suivant les disciplines, on a plein de papiers. En orthopédie, il y a tout ce qui est... on doit faire en sorte que les chirurgiens, à la fin de l'intervention, n'oublient pas de faire les prescriptions de kiné.
que les anesthésistes aient bien fait leur prescription médicamenteuse. Enfin, il y a le dossier du patient où on doit écrire ce qui s'est passé pendant l'intervention. Enfin, il y a 4 tonnes de papier et après, c'est pareil, si on pose du matériel, il y a les commandes à refaire, il y a toutes nos commandes. Les commandes, c'est nous qui les faisons, ce ne sont pas des logisticiens. C'est aussi nous qui les faisons. Toutes les commandes de matériel à usage unique, on les fait. Enfin, il y a énormément d'administratifs. Dans tout ce que tu dis, tu vois, ça me fait réaliser effectivement, bon, d'une part, on le savait, hein, mais que vous êtes un rouage indispensable, ça c'est sûr, mais aussi un espèce de rôle de garde-fou, et j'en viens à ma question justement par rapport au rôle avec les chirurgiens. À quel point, je sais pas comment bien formuler la question, mais quel est le rapport de force possible avec le chirurgien, jusqu'où ton rôle peut avoir un contre-pouvoir. Je suis infirmière circulante, je vois un truc qui n'est pas dans les règles de l'art. À quel point vous pouvez intervenir, et voilà. Alors, ça, c'est valable pour absolument toutes les infirmières, peu importe notre service, peu importe notre affectation, peu importe notre spécialité. On est le dernier rempart entre les médecins et les patients. Les médecins travaillent énormément, ils voient beaucoup, beaucoup de patients, les erreurs arrivent et nous, on est là pour contrôler justement qu'il n'y ait pas d'erreur de commise. Et à partir du moment où on sait que c'est une erreur, il n'y a pas de limite, hein. Ouais. Il y a vraiment pas de limite. Donc après, c'est vrai que en service, ce rôle-là est peut-être plus simple parce que c'est une erreur médicamenteuse, un truc comme ça, c'est plus simple de le justifier que nous au bloc, de dire au chirurgien non mais là tu fais quoi? La remise en question est plus difficile. Euh, Maintenant, il y a des façons de dire les choses et il y a aussi notre positionnement. Euh, pour une infirmière qui est dans un service depuis longtemps, c'est plus simple forcément pour elle de dire les choses au chirurgien. En fait, si le chirurgien nous fait confiance, tout simplement, c'est ça. À partir du moment où il nous a reconnus comme compétents et qu'il nous fait confiance, on n'a pas besoin de se battre, en fait. Si on lui dit, écoute, là, ce que tu fais, moi, j'aurais pas fait ça. Il va relever la tête et il va nous regarder, il va nous dire, ah ouais, et il va quand même y réfléchir. Oui, parce que vous participez tout autant à l'opération et vous en connaissez, enfin, je veux dire, vous les observez. Quand ça fait 10 ans que tu fais ce métier-là, j'imagine que tu as dû bien rouler ta bosse pour pouvoir effectivement détecter s'il y a un truc qui te paraît étrange ou pas, quoi. Et justement, tu parles de connivence avec le chirurgien. Est-ce que ça signifie que vous montez des équipes où tu vois, t'es amené à bosser tout le temps avec le même chirurgien ou comme tu le disais tout à l'heure sur la spécialité, bah non, tu vas dans un bloc et tu travailles avec le chirurgien qui est dans ce bloc à ce moment-là. Alors ça aussi, ça dépend beaucoup des endroits où on travaille. D'une façon générale, quand on travaille donc en hôpital universitaire ou en hôpital public, donc le chirurgien et nous sommes employés par l'hôpital. Et le chirurgien et nous, globalement, on n'est pas censé pouvoir choisir avec qui on travaille. Donc on est censé juste, voilà, il y a une cadre ou enfin notre cadre de proximité où la personne qui répartit les gens en salle, qui nous répartit et on ne choisit pas forcément. Maintenant, suivant les services, suivant les affinités, on choisit quand même plus ou moins avec qui on travaille. Avec qui on travaille. Après, il y a l'autre chose, dans le privé, les chirurgiens payent, c'est eux en fait qui payent leur aide opératoire. Donc du coup, ils ont leur propre opératoire à eux et elles ne travaillent qu'avec eux pour chaque journée opératoire de ce chirurgien. Ils ne travailleront qu'avec elles et elle ne travaillera qu'avec eux. Ouais, donc en privé, ils peuvent constituer une team et rester avec ces personnes-là pour tous les actes chirurgicaux. Ok, mais ça demande du coup d'être super adaptable parce que t'as autant de caractère, de profil, de manière de bosser que de chirurgien, j'imagine. Et donc quand t'arrives dans le bloc, bah tu dois direct permuter quoi. Bon, ok, avec lui je dois faire comme ci, comme ça parce que voilà. Et le but c'est d'être super efficace, mais du coup très adapté à chacun des chirurgiens quoi. Ah bah, c'est ça, et puis avoir aussi une bonne mémoire parce que même si deux interventions ont le même intitulé, eh ben, ils ne la pratiquent pas forcément de la même façon, ils n'utilisent pas forcément les mêmes fils, ils vont pas forcément utiliser les mêmes ciseaux ou le même instrument, et donc du coup,
ça implique aussi de connaître leurs habitudes, puisque comme je l'ai dit précédemment, le but, c'est qu'ils nous tendent la main et nous, on sait ce qu'on doit leur donner, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est une qualité, en fait, qui est très appréciée, puisque ça veut dire que l'intervention roule, ça va plus vite, le chirurgien est plus concentré et donc c'est plus sympa pour tout le monde et c'est surtout beaucoup plus sympa pour le patient, hein, parce que c'est lui qui va en retirer le plus de bénéfices de ce genre de complicité, en fait. Ouais, bien sûr. Ok. Alors, j'aimerais bien savoir dans ton parcours, à quel moment tu as découvert, toi, ce métier et puis qu'est-ce qui t'a donné envie de l'exercer, voilà. Alors moi, je suis un cas typique des gens qui arrivent au bloc. C'est-à-dire, donc j'ai fait l'institut de formation en soins infirmiers. Dans ces instituts, on parle très peu du métier d'IBOD. On nous envoie pas au bloc, on nous envoie très très peu en stage au bloc, à part si on le demande. Et donc en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est pour ma 3e année, j'ai demandé à un hôpital, donc en l'occurrence à la Petite-Salpêtrière, de me rémunérer pendant ma 3e année. Et donc en contrepartie, comme ils m'ont rémunéré pendant 13 mois, je leur devais 13 mois dans un endroit de leur choix. Donc, et quand j'ai passé un entretien, on m'avait proposé ou le bloc opératoire ou un service d'hépato de nuit. Moi, je voulais absolument pas travailler la nuit. Donc, du coup, j'avais dit, pourquoi pas le bloc opératoire? Mais je connaissais pas du tout, parce que je savais pas de quoi c'était. Donc, j'avais dit, allez, bloc opératoire. Donc, en 3e année, j'ai fait mon stage pré-professionnel au bloc, en bloc de chirurgie vasculaire. J'ai beaucoup aimé. J'étais censée prendre un poste là-bas et finalement, en fait, à la fin de mon école, on m'a dit, t'iras au bloc des chirurgies orthopédiques. J'ai dit, bon, soit, allons-y. Voilà. Donc, je suis tombée vraiment au bloc par hasard. Et quand j'ai commencé, là, je me suis dit, mais ouais, je veux faire ça dans ma vie. Voilà. Et c'est ça qui est fou. Alors on va revenir, parce qu'on va parler spécifiquement en fait justement de cette nécessité de valoriser, mais de mieux faire connaître et tout le travail que tu fais en parallèle de ton boulot. Ça, on va en reparler après. Mais effectivement, c'est un métier qui, même auprès des infirmières qui font des études pour devenir infirmière, c'est finalement une spécialité de ce métier, une spécificité de ce métier qui est pas du tout valorisée et communiquée dans les études. Et ça, c'est assez étonnant. On va en reparler. Donc, concrètement aujourd'hui, tout le monde peut devenir infirmière au bloc opératoire. Pardon, quand je dis ça, c'est toutes les infirmières peuvent à un moment donné dans leur carrière exercer au bloc opératoire. Oui, bien sûr. Puisque ce que tu me disais, c'est que donc tu n'es pas obligé d'avoir le diplôme d'État pour exercer au bloc opératoire. Aujourd'hui, est-ce que tu sais me dire, sur toutes les infirmières qui exercent au bloc opératoire, quelle est la proportion d'infirmières diplômées spécifiques IBOD? Eh ben, on est 9000 IBOD pour à peu près 13 ou 14 000 infirmières travaillant au bloc opératoire sans être IBOD. D'accord. Donc oui, c'est effectivement pas obligatoire. Qu'est-ce que, à l'inverse, tu peux nous dire, qu'est-ce que tu as appris de plus et quelles ont été les spécificités dans les enseignements du diplôme d'IBOD? Le diplôme d'IBOD, l'école d'IBOD, c'est vraiment un truc super à faire. C'est hyper dur, c'est hyper chiant, hein, c'est l'école, comme tout, mais c'est un truc qui est super à faire parce que donc moi j'avais 4 ans d'expérience quand j'ai commencé l'école, je n'avais fait que le bloc d'orthopédie. Donc déjà le premier truc de l'école, ça nous ouvre en fait à toutes les disciplines puisqu'on va apprendre toutes les disciplines, vraiment. On a des cours de digestif, on a des cours d'urologie, donc on revoit l'anatomie complète du corps, on revoit les interventions principales de tout le corps en fait. Donc moi ça a été une grande découverte de pas mal de choses que je ne connaissais pas. Donc ça c'est quand même hyper bien. Il y a aussi les stages puisque on fait 9 stages au cours de notre formation qui nous permettent, je trouve, d'ouvrir vraiment notre horizon et pour les disciplines.
puisque on a 2 stages obligatoires en orthopédie, 2 stages obligatoires en chirurgie digestive, et après, c'est 5 stages dans d'autres disciplines. Donc, ça permet de voir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues en restant dans son propre bloc. Et même en allant dans un autre bloc opératoire de la même discipline que la nôtre, on voit quand même des choses différentes parce que chaque bloc ne fonctionne pas de la même façon. Les horaires ne sont pas forcément les mêmes, les façons de s'organiser, les façons de ranger les choses. Et comme j'ai dit, une intervention chirurgicale à un endroit est faite d'une certaine façon et à un autre endroit, elle peut être faite d'une façon complètement différente. Donc, c'est vraiment... l'école d'IBOD nous apprend, déjà nous ouvre beaucoup plus l'esprit, nous apprend à penser différemment, à voir les choses différemment. On sent en fait le changement à l'intérieur de nous se faire, et puis surtout ça nous remet en fait les bonnes pratiques, ça nous remet les bonnes pratiques puisque donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est quand même peu d'IBOD, donc il n'y a pas d'IBOD dans tous les blocs. C'est aussi un secteur où il y a beaucoup de turnover, donc il y a peu de services où il y a des infirmières qui sont là depuis très longtemps. Donc les bonnes pratiques se perdent aussi assez facilement. En plus, ce sont des choses qui changent aussi tous les 2 ou 3 ans. Il y a des nouvelles choses qui sortent et tout le monde n'est pas forcément mis au courant. Donc l'école, ça permet de recadrer aussi ce genre de choses. Ça recadre les pratiques sur l'hygiène et ça, c'est quand même fondamental dans notre métier. Ça nous permet de rencontrer aussi plein de gens, et ça, c'est de nous créer un vrai réseau en fait, et de se rendre compte à quel point le monde du bloc est petit. Et ça, c'est sympa, c'est très sympa aussi. Ok. Et est-ce qu'une fois que tu as ce diplôme-là d'IBOD, est-ce que tu as du coup alors des responsabilités différentes au bloc? Oui, on l'a vu, puisque une infirmière classique IDE ne peut pas avoir tous les postes d'IBOD dans un bloc opératoire, mais à l'inverse, est-ce que tu as aussi un niveau de rémunération, tu vois, qui est différent parce que tu as ce diplôme-là? Question qui fâche. Euh, alors, alors, là aussi, c'est très différent entre le secteur privé et le secteur public. Dans le secteur privé, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de négocier son salaire en étant IBOD, étant donné que nous sommes très peu nombreuses et nous sommes très demandées. Donc, dans le secteur privé, il est plus simple de négocier le salaire. Dans le secteur public, donc les salaires sont faits sous forme de grille avec des grades. Donc, pour ce qui est des infirmiers, il y a 3 grilles, grade 1, grade 2, grade 3. Quand on commence, on est grade 1. Pour passer grade 2, il faut à peu près 10 ans. Sauf que si on devient IBOD, on passe directement grade 2. La différence de salaire n'est pas fondamentale. Je pense qu'elle doit être de 70 € au premier échelon, je pense. Par contre, on monte d'échelon un peu plus rapidement. D'accord. La différence de salaire n'est pas non plus ultra importante, et c'est ce pourquoi on se bat beaucoup aujourd'hui. Ouais, je comprends. Bon, et puis il y a plein d'autres messages à passer par rapport à votre métier, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que t'as toutes ces initiatives dont on va reparler après, pour qu'on essaye de se projeter un peu aussi concrètement. On a vu vraiment, je pense très concrètement ce que tu faisais quand tu étais au bloc, mais ça tu le répètes combien de fois par jour? J'aimerais bien juste savoir une journée type, c'est quoi des heures, alors je sais que t'as des horaires compliqués parce que on a mis du temps à trouver une date pour l'interview parce qu'à chaque fois, je suis appelée d'urgence, etc. Bref, en tout cas, quand t'es dans une journée classique, tu fais par exemple combien d'interventions? Alors ça aussi, c'est pareil, ça va dépendre beaucoup des disciplines et du type d'intervention, puisque si on prend l'exemple de la cardiologie, c'est des interventions qui durent très longtemps. Donc dans une journée de 12 heures, ils vont faire 2, peut-être 3 patients, mais plutôt 2. Pour les personnes qui vont en ambulatoire, par exemple, le secteur de chirurgie ambulatoire, c'est des journées où on peut faire 5, 6, 7, 8 patients par jour dans une seule salle. En fait, ça va vraiment dépendre de la discipline et de la lourdeur de l'intervention. En chirurgie, là où je suis, en chirurgie thoracique et vasculaire, on fait entre 2 et 4 patients par jour. En neurochirurgie, en général, il faut 1 patient par jour parce que c'est des interventions qui sont très longues. Et tes journées, elles sont de combien de temps au bloc?
Combien d'heures au bloc qu'on se rende compte? Parce que moi, je suis assez fascinée par l'endurance physique que ça nécessite. Là aussi, c'est pareil, ça dépend les endroits. Il y a des personnes qui sont en 7h30. Donc elles commencent à 7h, elles finissent à 14h30 ou elles font l'après-midi. Il y a des personnes en 9h. Donc, donc ça veut dire elles font 8h, 8h, 17h, en gros. Il y a des personnes en 10h et il y a des personnes en 12h. Donc moi, par exemple, je suis en 12h. Donc je fais soit 7h, 19h, soit 8h, 20h. Ok. Ouais, donc c'est énorme. Enfin, moi, ça me paraît très très long. Debout. Et puis, tu tricotes pas, quoi. Enfin, je veux dire, les actes que vous menez, elles ont des sacrées responsabilités. Donc, il y a du stress. J'ai toujours été assez impressionnée par l'endurance physique et même l'endurance, je sais pas si on peut dire ça psychique, mais enfin en gestion de stress, quoi. Ok, mais dis donc c'est un sacré boulot. Hein. Alors maintenant, j'ai des petites questions plus pas perso, mais pas forcément liées à ton métier. Par exemple, j'aimerais bien savoir en fait. Concrètement, est-ce que t'es pas frustré de pas avoir forcément de contact avec justement le patient? C'est-à-dire que tu ne le vois que 5 minutes réveillé et puis tout ce qui se passe après, tu n'as aucun contact, aucune relation avec le patient. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut être, je sais pas, te manquer par exemple? Alors c'est vrai que, alors pas pour tous les patients, mais c'est vrai que pour certains patients qui nous touchent, enfin qui me touchent plus ou pour des interventions qui sont un peu compliquées ou ce genre de choses, bah après il y a toujours la possibilité de demander au chirurgien comment va le patient et le chirurgien nous donne des nouvelles sans problème. Mais c'est vrai que je sais pas si on peut dire que ça me manque parce que concrètement aujourd'hui on me demanderait si je veux retourner en service, je ne retournerai pas en service, clairement pas. Euh, Ouais, c'est vrai que le contact avec le patient me manque un peu. Moi, j'aimais bien, quand j'étais à l'école, j'aimais bien discuter avec eux. Surtout, le temps de la toilette, c'était un temps qui était important parce que c'est un temps qui est un peu gênant, qui est un peu compliqué. Et moi, je suis quelqu'un de super bavard. Donc, du coup, c'est un temps où on parlait beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'était cool. Mais d'une certaine façon, non, le service me manque pas. C'est pas forcément que les patients me manquent pas, mais c'est vrai que l'environnement, en fait, c'est compliqué. Nous, on a quand même, faut le dire, on a quand même un certain confort au bloc opératoire qui est que, bah, on n'a pas les familles, par exemple. Les familles, on les voit pas, et la gestion des familles dans le métier infirmier, c'est quand même quelque chose qui est très lourd et qui est très dur. Donc, nous, on n'a pas ça, et ça, c'est quelque chose clairement qui me manque pas. Ouais, c'est-à-dire que tu es concentré sur l'acte et sur le fait de guérir ou opérer le patient, mais effectivement, t'as pas tous les à côté qui peuvent parfois polluer ton métier, quoi. Puis nous, on prend en charge, en fait, un patient à la fois. C'est vraiment, on est concentré sur une seule personne. Alors, pendant une demi-heure, que ce soit pendant une demi-heure ou que ce soit pendant 15 heures, on est concentré que sur le bien-être et que d'une seule personne. Et du coup, ça offre aussi une prise en charge, en fait, qui est vraiment ultra complète et qui, moi, me donne l'impression, en fait, de du coup, enfin, je me dis que j'ai plus le temps de mieux m'occuper de mon patient. Ouais, je Parce comprends. que, bah, comme j'ai dit, avec la conjoncture actuelle, en salle, les filles, elles sont toutes seules pour 7, 8, 9, 10 patients et malheureusement, et c'est vraiment pas leur faute, elles n'ont pas forcément le temps d'accorder autant de temps qu'elles voudraient par patient parce que, bah, il y en a, elles en ont 10 000. Et c'est vrai que, bah non, c'est plus cet environnement-là, en fait, qui me manque pas. Ok, ça marche. À l'inverse, aussi, une autre question que je me suis posée, c'est est-ce que tu n'es pas parfois frustré que toute la gloire revienne aux chirurgiens? Parce que finalement, on vous connaît pas, quoi. On sait pas quel rôle vous jouez et quelle importance vous avez dans un bloc opératoire. Est-ce que c'est pas frustrant des fois? Alors, je pense que certaines personnes au bloc doivent ressentir ça, très clairement. Euh, Moi, je ressens pas ça. Je fais pas ce métier-là pour qu'on me dise merci ou pour qu'on me dise c'est merveilleux, tu m'as sauvé, parce que
parce que c'est juste mon métier, en fait. Enfin, chacun a son métier. Il y a des boulangers, il y a des comptables. Enfin, voilà, chacun a son métier et plus ou moins doué dans ce qu'il fait. Moi, il se trouve que je suis douée dans celui-là. Euh, je suis pas sûre qu'on doive me dire merci de bien faire mon travail parce que c'est avoir une conscience professionnelle de bien le faire. C'est pas logique surtout dans le métier du soin, et même dans n'importe quel métier, à partir du moment où on travaille, on est censé bien faire ce qu'on fait. Donc, euh, donc non, j'attends pas de reconnaissance spécifique des patients. Par contre, là où j'attends de la reconnaissance, c'est de mes pairs déjà, donc de mes collègues infirmières, qu'elles reconnaissent mon métier, qu'il existe et la valeur de mon métier, et la reconnaissance de mes collègues chirurgiens. Le, le message sera passé aussi. Ah, c'est important. Ok. Et je me suis posé aussi une autre question. Dans tous les métiers de la santé, en fait, que j'ai pu déjà, par exemple, interroger, vous avez quand même une responsabilité qui est hyper lourde. Je veux dire, tu peux pas arriver. Enfin, quand nous on se gourde dans nos métiers, c'est pas très grave, quoi. Vous avez quand même un poids, une responsabilité qui est super importante. Et justement, comment tu gères ce poids-là? Comment tu gères aussi la distance par rapport aux patients, par rapport à l'importance de l'acte que tu es en train de réaliser. Voilà. Et est-ce que c'est aussi plus dur pour certains patients que pour d'autres? Je pense, je sais pas, à des enfants. Enfin bref, voilà. Comment tu gères tout ça? Bah, premier point qui est quand même assez important, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ça, c'est quand même vachement important. Au bloc, on est quand même une équipe, enfin, on est souvent des équipes qui sont très soudées. Alors, pas forcément tout le monde ensemble, hein, forcément, parce que tout le monde peut pas forcément bien s'entendre, mais on a toujours une ou deux ou trois personnes avec qui on s'entend très bien et avec qui on est extrêmement soudés et sur qui on peut compter. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, dans les situations de crise ou de doute, bah, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider. Euh, Moi, j'ai un exemple hein, d'une intervention où le patient qui était sur la table a commencé à faire un arrêt. L'infirmière qui était dans la salle, elle savait pas quoi faire. Bah, en fait, à partir du moment où le patient a commencé à faire un arrêt, l'anesthésiste de la salle a crié. Et donc, nous, des autres salles, on est tous rentrés dans la salle pour les aider, quoi. Il n'y a pas eu, on n'est jamais tout seul au bloc opératoire. Donc, ça, c'est quand même, même si on a une responsabilité sur le coup, si on a un problème, on a toujours quelqu'un vers qui se tourner pour nous aider. Et, euh, et c'est vrai que c'est important d'avoir des gens sur qui on sait pouvoir s'appuyer parce qu'on vit des choses qui sont quand même fortes, des situations qui sont dures. Euh, Parfois, tout se passe pas toujours bien. Euh, et puis, en plus, on se prend quand même... parce qu'il y a un autre truc aussi, on travaille quand même 8 heures, 10 heures, 12 heures avec les chirurgiens. On les voit les week-ends, on les voit à la nuit. Moi, dans mon service, on part avec les chirurgiens prélever les organes pour les dons d'organes. Voilà, c'est des choses qui rapprochent beaucoup. Et du coup, bah, comme toute personne proche, bah, quand ça va pas, on se met sur la gueule. Et ça aussi, ça arrive. Et Mais ouais, vous n'êtes pas des robots, quoi. non, on n'est pas des robots, donc on vit des moments qui sont vraiment euh, très forts. Et c'est vrai que je pense que, enfin, en tout cas pour moi, la façon que j'ai de gérer tout ça, c'est d'avoir déjà des collègues vraiment très proches euh, à qui je peux faire vraiment confiance et à qui on peut se confier ce genre de choses et à qui on peut s'appeler même le dimanche, même à 3 heures du matin, ça gêne pas, quoi. Parce que même si on est entouré, même si on a tous des familles, des amis, euh, comme ils font pas partie du métier, Mm. ils peuvent tenter, en fait, d'entendre ce qu'on leur dit, mais ils peuvent pas comprendre ce qu'on ressent. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose moi, j'ai plusieurs collègues qui me disent ça aussi. Enfin, même s'ils sont très proches de leur compagnie, de tout ça, c'est quand même pas la même chose parce qu'ils vivent pas ce qu'on vit. Et du coup, on a toujours ce sentiment de pas forcément être compris par les autres.
Ouais, je comprends complètement, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des patients pour qui c'est plus compliqué que d'autres, pour toi, à gérer cette distance? Bah, toujours, déjà, quand on a des patients qui sont plus jeunes, Mm. quand on voit arriver des personnes qui ont 18, 19 ans ou 20 ans, qu'on va greffer de poumons, qui ont des histoires monstrueuses, ou quand on lit le dossier, on sait que même si on l'opère, on sait que qu'elle va mourir. On sait. Parce qu'on a l'expérience, parce qu'on connaît les choses et on connaît aussi les interventions de la dernière chance. Donc, et ça, c'est vrai que c'est des trucs qui sont un peu, on se dit juste, pas aujourd'hui, quoi. Pas avec Mm. moi. Mm. C'est, et puis il y a des gens avec qui on s'attache plus parce que bah il y a des gens qui sont super, qui sont sympas et donc on discute avec eux et parfois on a un peu le temps de discuter avec eux et on rigole et machin et donc du coup si jamais ça se passe pas bien c'est difficile. On n'est pas clairement on n'est pas des robots. Les chirurgiens ne sont pas des robots, ils le paraissent, mais on essaye de mettre des distances qui nous sont nécessaires parce qu'on peut pas se permettre si jamais il y a un problème pendant l'intervention, on peut pas se permettre de s'écrouler à ce moment-là. Donc, on est obligé de mettre une distance à ce moment-là, mais ça nous touche forcément. Ouais. Et c'est bien là où je trouve que c'est très compliqué comme exercice. Je te parlais en off de l'interview avec la médecin légiste. Et comme ça doit être compliqué tous les jours de vivre ça et de rentrer chez toi et de faire comme si de rien n'était et qu'est-ce qu'on mange ce soir et chérie, qu'est-ce que t'as fait au travail, tu vois. Et je trouve que cette distance, elle est super compliquée parce qu'on demande à la fois d'avoir de l'empathie et en même temps de la compréhension pour les patients et en même temps vous d'avoir une certaine distance. Alors j'aimerais bien, dans le temps qui nous reste, Katia, qu'on discute de toutes les initiatives que tu et toute l'énergie que tu mets pour valoriser ton métier. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer pourquoi tu es autant attachée à la valorisation de ton métier, à la valorisation, mais aussi à l'encadrement. J'ai l'impression aussi à voilà tout ce qui va faire que ce métier sera peut-être plus encadré, qu'il y aura encore plus d'infirmières IBOT demain, etc. Eh bien, parce que j'adore mon métier profondément. Tous les jours, moi, j'ai le sourire quand je vais travailler. J'adore aller travailler. C'est vraiment les jours où j'ai pas envie, c'est juste parce que j'ai la flemme de sortir de mon lit qui est super chaud. Mais sinon, j'adore vraiment travailler. Je trouve qu'on fait un métier extraordinaire, qu'on a la chance de faire un métier extraordinaire et qui a un potentiel énorme et un potentiel d'évolution énorme et qui est malheureusement pas assez connu déjà. Avant de parler de reconnaissance, juste pas assez connu. On parle pas aux gens, on leur dit pas, mais venez faire ce genre de truc. Qu'on se rende compte quand même quand on travaille avec un chirurgien, on opère quoi avec lui. Enfin, fermer les patients, c'est quand même quelque chose. On peut aider à poser des prothèses. Enfin, on peut orienter des gens. Moi, j'ai une de mes amies qui est l'infirmière d'un chirurgien. Euh, Enfin, je pense que sans elle, il ne sait plus poser une prothèse, quoi. Clairement. Enfin, clairement, c'est fou. Donc, c'est quand même un truc qui est génial. On apprend en plus beaucoup de choses tous les jours parce que le corps humain, c'est une machine extraordinaire et on voit des choses extraordinaires. Et même s'il y a des moments durs, il y a quand même des trucs où on voit des gens où on se dit c'est bon, il va mourir et en fait non. Enfin, c'est incroyable, quoi. Tout ce qu'on peut faire est incroyable. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup d'être connu. Et, et je trouve ça dommage parce que l'environnement est dur et lourd, bah, que les gens se lancent pas dans l'aventure. Et donc du coup, c'est pour ça que ouais, j'ai envie de donner une autre image en fait de notre métier, de faire sortir un peu les ibottes du bloc parce que c'est un milieu qui est quand même très très fermé. Et ça aussi c'est dommage. Il faut qu'on se mette en lumière, il faut qu'on nous voit, et il faut qu'on montre que ce métier est super quoi. Et qu'il est super et qu'il faut le faire connaître d'un public large. Mais j'ai l'impression, même déjà, rien que dans les milieux des infirmières, dans le milieu hospitalier et même dans le milieu des études, quoi. Comment faire en sorte, je sais pas, de ce que tu me racontais un petit peu, comment faire en sorte que quand tu es en train de faire des études d'infirmière, on te parle de cette spécificité-là. Enfin, puisque tu me racontais que toi, que même dans tes propres études, on mettait pas forcément, ouais, on n'en parlait pas forcément, quoi. Donc
Du coup, moi, je milite beaucoup pour aller présenter le métier d'IBOD dans les instituts de formation infirmiers. Donc, chose que j'ai déjà fait. Et pour leur faire découvrir le métier et pour essayer de les convaincre juste de faire un stage au bloc. Pas de devenir forcément IBOD, mais juste de faire un stage au bloc. Parce que souvent, les étudiants infirmiers vont faire des stages en chirurgie, ils vont descendre 1 ou 2 jours au bloc, ils vont pas du tout nous parler. En fait, ils vont être focus sur l'intervention. Alors, parce que c'est hyper impressionnant, c'est waouh, c'est d'accord, mais ils vont pas nous parler. Et en fait, du coup, c'est dommage parce qu'au bloc opératoire, il y a quand même les infirmières de bloc, il y a les infirmières anesthésistes, c'est 2 spécialités sur les 3 qu'on peut faire après l'école d'infirmière, donc ce qui est très représentatif. Donc il y a beaucoup de choses à y apprendre, il y a beaucoup de choses à y voir. Alors il y a peu de soins infirmiers, c'est sûr, mais il y a énormément d'autres choses à y faire et à y apprendre. Donc je milite aussi beaucoup pour que le stage au bloc opératoire devienne un stage obligatoire. J'aimerais beaucoup. Parce que ça permet aussi aux infirmiers qui ne feront pas de bloc, mais qui seront dans les services de chirurgie, de mieux prendre en charge leurs patients parce qu'ils sauront en fait vraiment ce qui s'est passé avant. Ouais. Et ça, pour la prise en charge globale du patient, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, j'essaie de faire ça, j'essaie d'être présent pour ça. J'essaye aussi, j'ai des copines qui sont professeurs en lycée et donc qui font des journées découvertes de métiers, donc auxquelles j'essaie de participer aussi C'est pour top ça. commencer vraiment super tôt la propagande. Carrément la propagande, quoi. Donc j'essaye comme ça. Bon, après, et t'as quand même, tu fais 10 000 fois plus de trucs, parce que moi, je t'ai vu au travers de ton compte Instagram, t'as un site internet, mais ça te demande une énergie de dingue, parce que tu dis même, toi, alors je sais plus où je l'ai vu, je crois que tu l'as dit sur ton compte Insta, tu dis, alors ce site, recommencé 4 fois, 182 articles rédigés, 43 pages de site rédigés, mais c'est un temps de dingue, une énergie incroyable pour faire tout ça. Là, le site, ça fait 4 ans. Ah, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je travaille dessus. De base, je l'ai commencé parce que comme je t'ai dit, donc on peut être juste infirmier et commencer au bloc. Et souvent, quand on arrive au bloc, on est perdu et c'est hyper compliqué de trouver des informations sur notre métier. On a peu de littérature, on a peu de choses sur Internet. On voit beaucoup de contenu médical, mais très peu de contenu paramédical. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon site Internet en fait pour essayer de rassembler en fait toutes les données qu'on peut trouver sur la science infirmière de bloc et les rassembler en un même point pour que ce soit simple à trouver, facile d'accès et compréhensible rapidement surtout. Donc, ça, et puis de là, comme je vois sur les réseaux sociaux plein de gens qui font plein de trucs, je suis moi-même plein de comptes de médecins, de trucs comme ça, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi dans un compte, dans un compte Instagram et dans une page Facebook. J'ai même lancé une page TikTok. Alors, c'est n'importe quoi, mais j'ai lancé une page TikTok. Quoi, j'ai pas vu ça. Tu fais quoi? Tu fais des chorégraphies? Tu fais quoi? C'est ça, on fait des chorégraphies avec mes collègues, genre, venez au bloc, on est sympa. Ouais, mais en fait, moi je trouve que... Alors j'ai découvert le site après le compte Instagram, j'étais d'abord connue par le compte Instagram, et c'est super, parce qu'en fait, on voit plein de trucs, on voit des photos, on voit la réalité de ton métier, et je trouve que c'est super important. Mais moi, ce que je trouve dingue, c'est que ce soit un individu, que ça soit l'initiative de toi, que ce soit pas plus... un hôpital quoi qu'il le fasse ou je ne sais quoi. Alors on a beaucoup d'associations. Il y a des hôpitaux qui ont créé leur propre plateforme pour leurs services, mais du coup en fait la plupart du temps là où il y a des fiches qui ont été faites, des choses comme ça, parce que il y a beaucoup de services font leurs fiches, mais voilà en fait ils font leurs fiches et donc leurs fiches restent dans leur service sur leur plateforme et c'est pas partagé. Je dis pas que les gens ne font rien. C'est absolument pas ça. Les gens ont fait des choses. La profession, il y a quand même beaucoup d'infirmières de bloc qui sont très motivées et qui font beaucoup de choses pour leur service. Donc, des protocoles sont rédigés. Je te dis, des fiches sont rédigées. Enfin, il y en a, et puis il y en a beaucoup aussi qui vont à l'école donner des cours quand même, donc qui rédigent aussi beaucoup de cours, qui font des congrès et tout. Il y en a quand même beaucoup qui se bougent pour ça. Mais du coup, l'information, en fait, elle reste quand même ciblée à un endroit.
et il n'y a pas d'endroit qui regrouperait en fait toutes ces infos. Ouais, c'est ça, c'est du coup pour faire pour faire circuler l'information, quoi. Et comme tu disais aussi, une technique qui va être utilisée dans un bloc, c'est dommage de pas en faire profiter dans un autre hôpital, quoi. En gros, c'est vraiment faire circuler, quoi. Bah, c'est exactement ça, puisque l'avantage aussi d'être e-bud et d'avoir vu plusieurs endroits, plusieurs disciplines, plusieurs instruments, bah, c'est de se dire à un moment donné, tu es sur une intervention, ton chirurgien il sait pas quoi faire, ouais, il est en échec, et d'être là et de pouvoir lui proposer une solution face à ce qu'il n'arrive pas à faire. Parce que on a été voir ailleurs, parce que on a lu que dans un autre endroit, face à ce genre de choses, ils font tel truc, et donc de pouvoir comme ça proposer des choses, quoi. Et ça, c'est ce qui fera la valorisation de notre métier, la plus-value de notre métier, et qui fera qu'on sera mieux reconnu aussi. C'est clair, c'est clair. Alors, quelles sont tes plus grandes joies ou tes plus grandes fiertés dans ce métier? Waouh. Ça, c'est une question qui est difficile, hein, qui est très difficile. Je pense que dans les joies, il y a quand même quand on arrive quand j'arrive à faire une intervention où le chirurgien me demande rien et où je sais tout lui donner. Et où quand il me demande un truc, je lui dis, mais regarde, je l'ai déjà. Ça, c'est me dire que j'ai capté le truc. Mais surtout, en fait, en vrai, les plus grandes joies, c'est de savoir qu'on a bien fait notre boulot parce que le patient, il est content. C'est vraiment ça. Chaque intervention, c'est une victoire à partir du moment où le patient est content, où ça se passe bien, où les suites sont bien, et où on sait qu'il va bien. Ouais. Parce que c'est notre objectif principal, en fait. En vrai, on nous traite souvent d'assistante du chirurgien. Non. Nous, on est là pour faire en sorte que le geste se passe bien, parce qu'au bout, il y a un patient, et ça doit être notre seul objectif et notre plus grande fierté, c'est qu'à la fin, le patient, lui, il est content, quoi. Ouais, je comprends. Et à l'inverse, tu changerais quoi? Oh, tellement de choses. Ouais, mais là, t'as que 2 minutes. Ça va. Qu'est-ce que je changerais? Je changerais la vision qu'on a sur nous, vraiment, parce que cette vision nous fait beaucoup de mal. Ce passé qu'on a, je changerais, parce que ça me fait beaucoup de mal. Le fait qu'avant, celle qui aidait le chirurgien, c'était sa femme, sa maîtresse, sa secrétaire. C'est aujourd'hui l'image qu'on a énormément, parce que la première certification e-bud, elle date de 1971. Le diplôme date de 93 ou 93. Donc, c'est beaucoup trop récent. Et donc, on a ce poids-là qui nous suit et qui nous bouffe et qui nous aide pas à avancer. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais changer. Ouais, d'où l'importance de tout ce que tu fais, de valorisation, quoi. Ouais. Pour toi, quelles seraient les plus grandes qualités qu'il faut avoir pour devenir e-bud? Il faut être hyper adaptable. Hyper adaptable. Faut aussi savoir vraiment se canaliser, parce que quand le chirurgien est stressé, il nous gueule dessus, et nous, c'est pas le moment de lui gueuler dessus et de lui rentrer dedans. Et c'est plutôt le moment de calmer les choses. Et donc ça, c'est vraiment deux trucs hyper importants, d'être plutôt calme et très très adaptable, de façon à savoir garder son sang-froid en toutes circonstances, et s'adapter absolument à tout pour être efficace. Et surtout, faut jamais perdre d'idée qu'il faut toujours apprendre et toujours être dans l'apprentissage, toujours regarder les nouveautés qui sortent, toujours donner le meilleur de soi-même, en fait, être hyper persévérant, toujours donner le meilleur de soi-même. C'est vraiment le truc pour pas perdre les bonnes pratiques, pour pas être dans la routine. Il faut toujours avoir cet exercice intellectuel qui est là, quoi. Faut être hyper curieux. Et s'il y a des étudiants en e-bud là qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors déjà, je leur dirais de s'accrocher. Chiant, mais c'est cool. Donc c'est hyper important. Et surtout, ce que je leur dirais, c'est de s'investir dans leurs associations professionnelles, de s'investir dans leurs services, et parce que c'est nous, en fait, le changement de demain. Il faut qu'on arrête d'attendre les choses. On est une profession qui est forte, qui a une vraie connaissance, on a des vraies compétences, et c'est à nous de les valoriser, de les mettre en avant,
de s'imposer en tant que professionnel, en tant que keyboard, en tant que bras droit du chirurgien, et donc de jamais lâcher ça, de jamais lâcher ce qu'on sait, et de vraiment se porter en avant, parce que c'est ça qui fera changer les choses, vraiment. Parce que notre profession, elle est beaucoup trop belle, et il faut qu'on continue à la valoriser ensemble, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Alors, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a super besoin de vous, quoi. Ça, c'est sûr. Est-ce que avant de conclure sur le défi métier, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose dans ton métier qu'on n'a pas abordé et que un message ou un message que tu souhaiterais passer? Non, je pense que j'ai tout dit. Je dirais juste aussi aux étudiants infirmiers, venez au bloc, venez nous voir, venez découvrir le bloc. C'est hyper cool, on est trop sympa. On est hyper sympa. Ouais, on est hyper sympa. Et en plus, on fait des chorégraphies. Grave. Là, c'est vraiment un truc à voir et à faire parce que on y apprend beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment cool de venir, quoi. Ouais. Ok. Venir nous voir. Message lancé, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que tu as pensé à un défi métier à me lancer? Oh, mais j'en ai vu tellement. J'en ai vu tellement. Alors, j'en ai vu un. Malheureusement, je pense que tu ne pourras pas le faire parce qu'ils sont, d'après ce que j'ai compris, ils sont tous américains, donc c'est un peu compliqué. Ah ouais, là, ça va être chaud. Mais genre, j'ai appris qu'il y avait encore des vrais chercheurs d'or. Mais moi, je pensais que ça n'existait plus. Je me le note celui-là. Et c'est ça les Américains auxquels tu penses? Non, c'est non, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des gens qui étaient écrivains de mots pour biscuits chinois. Je te jure, c'est vrai, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Genre les mecs qui écrivent les messages sur les biscuits, là, c'est ça? Exactement. Il y en a 5 dans le monde. Ils sont tous américains. Ils vivent tous aux États-Unis. Ils travaillent parce qu'il y a 3 entreprises, je crois, de ça. Et donc, ils font ce métier-là. Et non, mais les mecs gagnent plus que moi. Hein. D'accord. Ok. Le mec, il gagne le double de mon salaire pour écrire des conneries dans des biscuits chinois. Hein. Je sens que tu t'es renseigné pour une reconversion. Grave. J'y pense. Donc voilà, ouais, je sais qu'il existe des métiers de dingue. Donc ok, donc chercheur d'or, ok. Bon, j'imagine que t'as pas un contact, hein. Ah non, ouais, c'est à moi de me débrouiller, quoi. Ok, merci. Super. Merci Katia. Purée la vache. Ok, cool. Eh ben merci Katia. Merci à toi. Merci, puis à très très vite. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre le métier d'e-bod. Si vous voulez en savoir plus et suivre l'actualité de Katia, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, Mon Bloc Opératoire. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!